Et c'est cela aujourd'hui, malheureusement, qui est en train de s'observer, et dans notre pays à nous, mais aussi dans les autres pays. Et c'est cela qui explique tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre espace. Et qui continue à donner raison à ceux qui pensent que nous sommes encore des gros bébés. Et qu'ils peuvent, eux, de leur position, ils peuvent abuser de nous, de notre intelligence et de notre capacité de résilience, de notre capacité à défendre nos droits, à défendre notre souveraineté, à défendre notre indépendance et à vouloir leur imposer l'obligation de nous respecter avec l'idée que nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains comme eux, peut-être même plus qu'eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs et chers internautes. Nous sommes ensemble ce soir avec le président du MPCR, Nour Mahamadou Warzika. Avec lui, nous allons parler exclusivement de la CEDEAO et de l'acte additionnel de cette institution. Mais avant, nous allons faire un clin d'œil à ce pays, le Niger. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le Président, nous allons commencer cet entretien par le Niger, où le Niger a fait ressortir clairement sa position vis-à-vis des autres pays dans lesquels l'on constate ces derniers temps des coups d'État. Par moment, il y a certains citoyens qui pensent qu'il y a deux poids, deux mesures. Selon vous, quel est votre point de vue par rapport à la position du Niger? Je vous remercie, monsieur Abete. Et en même temps, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus émues à l'ensemble de notre peuple, à toutes les familles éplorés qui ont perdu un des leurs dans cette épreuve ô combien difficile et même macabre qui s'abat sur notre pays et au-delà de notre espace sahélien, notamment en ce qui concerne certains de nos pays qui sont éprouvés par cette guerre asymétrique, dangereuse, qui nous est imposée par désormais qui on sait. Et il est aussi pour moi un devoir de saisir cette occasion pour lancer un appel à l'entame de cet entretien à tous nos compatriotes pour que ensemble nous comprenions que le Niger, c'est notre pays. Personne ne viendra de quelque part faire notre bonheur à notre place. Et c'est un devoir patriotique que nous avons individuellement et collectivement pour défendre notre pays, pour nous opposer à toute forme de combinaison dans la gouvernance, dans les actes de tous les jours des uns et des autres, qui puissent pratiquement présenter notre pays
dans une image qui n'est véritablement pas celle de son peuple. Le peuple nigérien est un peuple digne, est un peuple fier, est un peuple résolument engagé aussi à se voir respecté partout et par tous. C'est évident que la situation que nous vivons aujourd'hui, sur tous les plans, elle est véritablement préoccupante. Sur le plan sécuritaire, la situation, elle est exécrable et difficile. Et il est, pour notre part, un devoir pour chacun de nous, conformément à notre engagement commun, de travailler sans relâche pour le bien commun, individuellement et collectivement, de ne rien ménager en tant que citoyen pour participer à la défense de la nation, qui est une œuvre citoyenne, patriotique, qui implique chacun de nous, bien sûr à des degrés divers, mais chacun de nous est concerné par la problématique de la sécurité nationale et de la défense de la nation. Voilà pourquoi nous considérons que chacun doit comprendre la situation que nous sommes en train de vivre et accomplir son devoir patriotique. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. L'insécurité a gagné beaucoup de terrain dans notre pays, d'est en ouest, et même du sud et légèrement vers le nord, en ce qui concerne la région de Tawa. Et bien sûr qu'il y a aussi l'insécurité résiduelle que notre pays vit dans la région d'Agadez, dans le Grand Nord, surtout dans la partie frontalière entre la Libye et le Niger, le Tchad et aussi le Niger. Donc on peut dire, même si, comme certains veulent s'en vanter, il n'y a pas une partie du territoire en tant que tel qui soit aujourd'hui occupée par des forces centrifuges, par ces acteurs de la remise en cause de la paix, ces troubles faits avec leurs commanditaires, il n'en demeure pas moins que ce que nous subissons, les assauts répétitifs que nous subissons, venant de nos frontières, qu'il s'agisse de la région ouest ou de la région est, et même le sud de notre pays, la question, elle est troublante, elle est préoccupante, elle est inquiétante et elle est en passe de constituer une véritable source de psychose au niveau de nos populations. Et nous pensons que c'est un devoir qui nous incombe en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile et
en tant que citoyen du monde tout court, parce que ce qui se passe chez nous ou ailleurs, en tant que défenseurs des droits humains, nous nous sentons concernés. Ici ou ailleurs, lorsqu'il y a injustice, lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, de manière aussi flagrante comme ce que nous constatons aujourd'hui, il est effectivement légitime que nous puissions naturellement nous préoccuper de ça et attirer notre attention commune pour que nous soyons dans la situation de vrai à la recherche des solutions idoines qui puissent nous permettre de ramener la paix dans nos pays, dans notre sous-région et faire en sorte que nous puissions mener la vraie et l'unique bataille qui mérite d'être consommatrice de nos énergies, c'est la bataille pour le développement, la bataille contre la pauvreté, contre la mauvaise gouvernance, contre l'injustice, contre la corruption, contre l'enrichissement illicite des acteurs gouvernants, des acteurs occupant des positions quelconques dans l'exercice du pouvoir d'État, qui travaillent à dévoyer les fondamentaux sur lesquels on s'est entendu, notamment en ce qui concerne notre pays, où nous nous sommes donné une constitution dans laquelle nous nous sommes engagés, nous, peuple nigérien, à bâtir une république, une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit un véritable état de droit, qui puisse garantir l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Il est donc important que chacun de nous, à toutes les occasions et en toutes circonstances, se rappelle de cet engagement collectif et individuel. Ce que je viens de rappeler, ça fait partie des dispositions qui sont logées à l'avant-plan de notre Constitution, c'est-à-dire au niveau du préambule, et là où nous avons dit tous ensemble que nous nous engageons et à rester fidèles et loyaux vis-à-vis de cette Constitution. C'est un engagement individuel et collectif. Donc ça veut dire que chacun de nous a le devoir d'être suffisamment pénétré et regardant sur la manière dont notre démocratie fonctionne. Nos lois sont respectées par les uns et par les autres, notamment en ce qui concerne notre Constitution. Donc aujourd'hui, c'est évident que ce que nous vivons dans notre pays est tout sauf ce que nous prétendons être. Nous attendons ça et là, à gauche, à droite, des individus qui se lèvent, qui parlent d'une certaine façon et qui pensent qu'ils ont les moyens d'étouffer l'expression collective, l'expression individuelle de nos opinions en ce qui concerne la jouissance effective des droits qui nous sont garantis par la Constitution et qui n'est pas en vérité un cadeau. La jouissance, le droit à la jouissance de tous les droits qui sont consacrés par la Constitution ne doit pas souffrir de l'humeur de quelqu'un. Ça ne doit pas se passer comme ça.
nous avons une constitution, elle nous impose des obligations au niveau individuel et collectif. Nous avons le devoir, en tant que citoyens de la République, en tant que gouvernants dans la République, de nous imposer l'obligation constitutionnelle qui consiste à respecter la Constitution et l'ordre juridique de la République. Tel que cela a été dit dans la disposition de l'article 39 de notre Constitution, qui dit expressément que tout citoyen nigérien, civil ou militaire, il a l'obligation absolue de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République. Donc il n'y a aucune raison, aucune circonstance qui puisse justifier que l'on décide de violer la Constitution et l'ordre juridique de la République. Que l'on puisse empêcher les citoyens de jouir de leurs droits qui leur sont garantis. Parce que tout simplement, on a à se reprocher des choses qui doivent conduire justement à la volonté des citoyens de vouloir exprimer légitimement leurs sentiments, leur réprobation, leur récrimination par rapport à un certain nombre d'actes qui sont en train d'être posés par les uns et par les autres. Et donc, en tant que citoyens, nous sommes en droit d'exprimer notre préoccupation, d'interpeller les uns et les autres et de travailler à les amener à comprendre que ce pays-là, il n'appartient pas à un individu ou à quelqu'un. C'est un pays qui nous appartient tous. Il n'appartient pas à un président de la République ou à un gouvernement ou à une assemblée. Il appartient au peuple nigérien. C'est vrai. Vous entendez les gens dire, oui, qu'il y a un souverain qui est élu, qui a bénéficié donc de la confiance du peuple et qui donc peut agir au nom du peuple et doit agir au nom du peuple et donc se permettre, comme ils le pensent eux, de faire ce qu'il veut du peuple et de sa constitution. C'est une grosse erreur. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dit dans notre constitution, dans notre volonté démocratique, dans notre processus dans lequel nous sommes, dans notre volonté d'aller à une république qui soit une et indivisible, démocratique et sociale. Il n'y a aucune place au dilettantisme. Il n'y a aucune place aux atermoiements. Il n'y a aucune place à l'improvisation dans la gouvernance. Les dispositions de la Constitution sont très claires. Et c'est des obligations qui s'imposent à chaque acteur. À commencer par celui qui tient lieu de président de la République. La Constitution dit clairement que le président de la République, avant d'entrer en fonction, il a l'obligation de prêter serment sur le livre saint de sa confession. Et le serment du président de la République, tel que libellé dans la Constitution, à son article 50, il est suffisamment clair et limpide et il ne sait même pas à qui il va être appliqué parce qu'à l'avance, on ne sait pas qui devait être président. Mais la Constitution est faite de façon impersonnelle pour qu'elle soit appliquée au nom du peuple et pour le peuple, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. Mais pas au nom de quelqu'un ou d'un groupe d'acteurs qui s'organisent comme ils peuvent pour être dans la position de vouloir régenter la République, régenter l'État, utiliser et abuser de leur position pour remettre en cause les fondamentaux sur lesquels on s'est entendu. Donc, et après, on va aller par ailleurs chercher à vouloir prétendre qu'on est démocrate. Mais, à moins que ce ne soit une véritable démocratie frélatée,
et que, en tant que démocrate frélaté, qu'on se permette de justement croire que le peuple doit s'en accommoder. Et donc, c'est au peuple de s'adapter à leurs desiderata. Et non, eux, s'obliger de respecter la Constitution et le contenu qu'elle prévoit. Et c'est cela aujourd'hui, malheureusement, qui est en train de s'observer et dans notre pays à nous, mais aussi dans les autres pays. Et c'est cela qui explique tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre espace. Et qui continue à donner raison à ceux qui pensent que nous sommes encore des gros bébés. Et qu'ils peuvent, eux, de leur position, ils peuvent abuser de nous, de notre intelligence et de notre capacité de résilience, de notre capacité à défendre nos droits, à défendre notre souveraineté, à défendre notre indépendance et à vouloir leur imposer l'obligation de nous respecter avec l'idée que nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains comme eux, peut-être même plus que, ça dépend de l'environnement de valeur de chacun. Oui, c'est quand on regarde, bien sûr, quand on regarde l'histoire des uns et des autres, et qu'on doit les apprécier au niveau individuel, mais on est obligé d'être étonné de constater que ce sont certaines personnes d'une certaine catégorie qui se permettent aujourd'hui, parce qu'ils sont dans une certaine position, qu'ils pensent qu'ils ont le droit de manipuler et même de se moquer de nos peuples, de nous-mêmes, et faire en sorte que on soit dans la posture où on va subir leur abus de façon inacceptable. Je le dis bien. Aujourd'hui, si vous dites que nous sommes en démocratie, ok, on est en démocratie, ça veut dire qu'on gouverne pour le peuple, et c'est uniquement pour le peuple que l'on doit gouverner et non pour soi. Et malheureusement aujourd'hui, ce que nous relevons et qui est une véritable source de préoccupation, c'est que nos différents gouvernants de nos différents pays veulent gouverner et gouvernent en mettant de côté les lois et règlements de la République de leur pays, qui pourtant les imposent un certain nombre d'obligations et de règles à respecter dans le fonctionnement de la République, dans leur gouvernance par rapport aux attentes des citoyens et au regard des aspirations des citoyens. Donc, quand vous me demandez, M. Adoté, relativement à la situation du Niger, la position du Niger et aujourd'hui l'envahissement du Niger, nous l'avons dit depuis pratiquement que cette affaire a commencé en 2013 pour se limiter qu'à là, mais alors que, encore que c'est plus tôt, parce que on se rappelle que le 16 septembre 2010, c'est la date à laquelle, pour organiser leur manœuvre, leur complot, leur volonté de ne pas respecter leur engagement vis-à-vis du Niger, ils ont organisé l'enlèvement à Arlit pour prétendre qu'il y a insécurité dans le pays et que par conséquent, leurs obligations vis-à-vis du projet Imou-Arène qui devait construire dans les 3 années à partir de la date de la signature de la convention. On se rappelle que Sarkozy s'est obligé à s'amener à Niamey le 27 mars 2009 à cause de l'intransigeance du président Tanja Mamadou à l'époque, et qui les a contraints et obligés
de venir ici pour discuter avec son gouvernement relativement à ce que eux ils cherchent chez nous. Et ils ont fini par accepter de subir les conditions qu'il leur a édictées, qu'il leur a tracées, mais avec un cœur très serré. Et dès lors qu'il y a eu la nouvelle situation qu'ils ont contribué à créer, ils ont contribué à créer la nouvelle situation, parce que en dehors de ce problème de Imouaren, il y avait aussi le problème de l'exploitation pétrolière. Le Niger qui a retiré le permis accordé jadis aux États-Unis, qui le retire pour finalement le mettre à la disposition de la Chine dans les conditions du nouveau texte que nous avons adopté, qui est celui du nouveau code pétrolier. Et dans le cadre de l'application de ce nouveau code pétrolier, le Niger a voulu affirmer sa souveraineté sur ses ressources et son indépendance dans le choix de ses partenaires de coopération. Et c'est avec cet esprit que la question avait été abordée. Et finalement, on a pu signer un accord avec la Chine populaire. La signature là a permis de les mettre à leur disposition ces blocs et pétroliers, notamment celui d'Agadem. Et lorsque finalement, au début, ils étaient hésitants, ils croyaient que ça ne pouvait pas véritablement se concrétiser. Ils étaient en train d'hésiter, en train de réfléchir sur la voie d'action. Et lorsque finalement, à partir de au mois de septembre 2009, la Chine, à travers ceux qui les représentent ici, ont déposé leur rapport d'exploration complémentaire et ont confirmé leur volonté d'aller de l'avant dans le sens de la mise en exploitation de ces blocs. Tout de suite, les Américains se sont mis dans une posture où ils sont gênés, préoccupés par ce qui se passe au Niger, qui est en train de remettre en cause leur volonté de faire de notre pays une réserve pour eux, pour leurs générations futures. Et nonobstant le fait que tout ce que les gens ont pu dire après avoir fini sur le terrain le référendum du 4 août, valider le référendum du 4 août, promulguer la constitution de la 6e République, adoptée dans le cadre de ce référendum du 4 août, sans qu'il n'y ait rien du tout comme problème sur le plan national, malgré l'apocalypse qui avait été prévu à l'Union africaine le 1er septembre 2009, sous la présidence du feu Kadhafi, colonel Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, qui était en même temps le président de l'Union africaine à l'époque. Il avait été considéré que le cas Niger par rapport aux reproches qui lui étaient faits par les uns et les autres sur sa démarche citoyenne et patriotique, qui prévoyait la possibilité dans la Constitution et dans les textes des différentes déclarations et traités auxquels notre pays est parti, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui prévoit que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, à disposer d'eux-mêmes, à changer leur orientation politique,
à changer leur constitution, si nécessaire, en tenant compte de leur contexte et en tenant compte de leurs aspirations, les aspirations des peuples qui ne sont pas des aspirations statiques, mais des aspirations dynamiques. En vertu de ces expressions, ces sentiments exprimés ça et là, le président Tanja, le président de la République de l'époque en exercice, président régulièrement investi, régulièrement élu et investi par notre peuple pour une première fois et une deuxième fois, face à son serment qui lui impose de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple, qui doit être à l'écoute de son peuple lorsqu'il y a n'importe quelle nouvelle situation qui se présente, qui a le devoir d'être attentif pour essayer de voir quelle solution il pourra proposer ou trouver pour répondre aux aspirations nouvelles du peuple. Il a considéré que oui, en vertu de la Constitution, en vertu de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution du 9 août 1999, qui dit que le président de la République peut soumettre à référendum tout texte qui lui paraît devoir requérir la consultation directe du peuple. Un texte d'une nouvelle constitution, c'est un texte. Il reste un texte jusqu'à preuve du contraire. Et sur la base de tout ce qui a été exprimé ça et là, en vertu de ses prérogatives légales, constitutionnelles, il a cru devoir faire élaborer un projet de texte qu'il a voulu soumettre à référendum pour demander l'avis du peuple. Le peuple qui, justement, exprime sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. C'est le devoir d'action pour que le peuple exerce sa souveraineté. Donc, dans une démocratie normale, où se trouve le problème? Lorsqu'on décide de dire on va recourir au peuple pour demander au peuple son avis sur un document qui doit permettre, et s'il devait être validé, prendre en charge des questions en lien avec des nouvelles aspirations exprimées par eux. Tout de suite, on a vu certains démocrates frélatés et qui ont des convictions et justement frélatées ont estimé que non, avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs et manipulés ou en tout cas achetés, même si on peut le dire, parce que certains c'est même par là que ça a passé, et d'autres, pour d'autres considérations morales, se sont joints dans une cabale injuste contre notre peuple, le peuple nigérien, et en voulant s'opposer à la possibilité légale pour notre peuple d'aller au référendum, alors que la constitution de notre pays et les lois de notre pays ont permis cette possibilité légale. Il est dit dans la loi qui détermine les conditions du recours au référendum, à son article 5, le référendum est obligatoire en matière d'adoption de la Constitution. C'est la loi 2004-046 du 16 juin 2004. Et comme il ne s'agit pas d'une révision de la disposition de la Constitution ancienne, la question a été très claire de dire, bon, comme il s'agit d'un changement, de changer la Constitution, donc c'est un texte pour une nouvelle Constitution qui devait consacrer une nouvelle République. Alors il n'y a pas d'autre voie d'action que d'aller, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi là, aller au référendum pour permettre au peuple de trancher. Et les gens, on trouve des gens qui se disent dans une posture juridique intéressée, manipulée, dévoyée, ils ont pris la position qu'ils ont prise. Et nous l'avons dit depuis lors, que c'est une position injuste. La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple.
dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen. Si on reconnaît à notre peuple le droit et la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses attentes, d'exprimer ses aspirations, aussi nouvelles soient-elles, il reste que c'est ça le dynamisme dans une démocratie. Une démocratie n'est pas statique, elle est dynamique. Elle évolue en fonction de l'évolution du contexte, en fonction de la situation. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons, dans ce pays, sous l'impulsion, j'allais dire, sous la direction du président Taja, organisé un référendum démocratique. Démocratique, je dis bien. Tous ceux qui étaient vivants, le jour-là, ils ont vu l'affluence des citoyens partout pour aller exprimer leur choix. On peut ne pas être d'accord, mais la Constitution dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous partez au référendum, vous dites non. C'est votre droit. Et si vous êtes d'accord, vous dites oui. Et après, on compte, parce qu'il y a une commission qui doit compter pour savoir c'est quoi la position majoritaire. Et une fois que c'est validé, c'est fini. Que vous ne soyez pas d'accord ou pas, la question est claire, c'est la voie d'action en démocratie pour trancher. Mais, tout de suite, on a vu, à l'époque, la CEDEAO a été un instrument qui a été utilisé à l'époque pour pouvoir brimer et briser le rêve du peuple nigérien. L'action menée par le peuple nigérien a été brisée par une CEDEAO manipulée, dévoyée. Tout le monde sait que dans le protocole qui a été adopté le 21 décembre 2001, protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, là édicté les conditions de l'exercice de la démocratie dans notre espace, la volonté d'aller à ça, et aussi la bonne gouvernance telle qu'elle doit s'observer dans nos différents pays en faveur de toutes les populations de notre espace. À partir de cet instant-là, ce protocole, quand il avait été invoqué, nous avons dit, voilà l'article 2 de ce protocole, il dit que les lois électorales ne peuvent faire l'objet d'aucune modification 6 mois avant les échéances, sauf dans le cadre d'un consensus de toutes les parties. On parle des lois électorales. La constitution de la République, mais n'est pas une loi électorale. La constitution va au-delà des lois électorales. Elle va au-delà du code électoral qui doit être utilisé pour, s'il y a des élections organisées, pour les trancher. Là, on ne parle pas d'élections. On est en train de parler des nouvelles aspirations des peuples qui pensent que, compte tenu de l'évolution et du contexte, que la situation mérite une véritable refondation de la République, c'est-à-dire changer le fondement de base de la République à travers une nouvelle constitution à donner au peuple, au pays, à travers les voies d'action qui sont le référendum. C'est pas une des... À l'époque, nous l'avons dit, ceux qui n'étaient pas des démocrates, ceux qui étaient des dictateurs, des dirigistes, des despotes, qui bâillonnaient leur peuple, comme ça a été le cas de Dos Santos en Angola. Il a pris un décret, un simple décret, sur une ligne, pour dire les élections prévues en 2009 sont reportées en 2012. Point. Toutes les autres, tous ceux qui sont concernés sont chargés d'application de ça.
C'est tout ce qu'il a fait. Et il n'y a aucun pays du monde qui s'est offusqué de cette usurpation par le chef de l'État angolais à l'époque, qui décide qu'on ne va pas faire des élections et qui prend un simple décret de lui en abusant de sa position pour le dire. Mais comme lui, il n'était pas un problème pour les gens, il ne dérangeait personne. À l'époque, il était dans leur escarcelle, il les arrangeait parce qu'il fait des affaires pour eux. Tous ces pays-là, qui se prévaut d'être des pays démocratiques, et tous ces acteurs-là, qui se prévalent d'être des démocrates, ils n'avaient pas trouvé à dire en ce qui concerne l'Angola. Mais au Niger, où on fait recours à un référendum, où on demande l'avis des citoyens, dans le cadre de la voie d'action prévue par les lois de la République, les gens avaient dit, non, vous ne devez pas faire ça. Et ils ont eu le soutien de la CEDEAO, le soutien de l'Union africaine, le soutien de certains pays. Tous ces pays-là sont des pays intéressés par ce qui était en train de prendre comme mesure de rétorsion contre le Niger, parce que le président Tanja, démocratiquement élu, donc un président civil, même s'il fut militaire, qui a été régulièrement élu pendant 2 mandats, s'est vu remettre en cause ses droits légaux et la voie d'action qu'il a suivie conformément à la constitution de son pays, parce que justement il y a quelques personnes qui ont choisi de vouloir torturer la lettre et l'esprit de la loi en lien avec cette action-là, c'est-à-dire le recours au référendum comme voie d'action, parce que le président de la République étant l'arbitre, chaque fois qu'il y a une situation donnée, quel que soit son caractère inextricable, c'est au président de la République que le peuple, dans la Constitution, a conféré le rôle et la responsabilité de gérer la situation, y compris en faisant recours aux mesures exceptionnelles, c'est-à-dire en faisant un coup d'État constitutionnel qui est légal, c'est-à-dire le recours aux mesures exceptionnelles lorsqu'il y a, de par son jugement, ce qui peut entraver l'exercice de sa fonction en tant que chef de l'État, conformément à ce qui a été prévu par cet article-là, l'article 53 de la Constitution de l'époque. C'est donc rien d'illégal. Ça peut ne pas plaire. Ça peut ne pas être considéré comme légitime pour certains. Mais il n'y a rien d'illégal qui a été fait. Mais on a vu tout de suite. Parce qu'il s'agit de faire une action dans le sens d'aller en réponse aux préoccupations de certains pays. Je vous avais dit déjà que pour le cas du Niger, le fait d'imposer à la France ce qui s'est passé concernant les mines d'uranium, notamment Imouaren, et de l'autre côté, les États-Unis, pour ce qui concerne le bloc d'Agadem, l'engagement à l'exploitation du pétrole au Niger, les deux problèmes-là ont poussé ces instituts, ces pays-là à utiliser la DGSE française, la CIA pour les États-Unis, pour manipuler un certain nombre d'acteurs, pour créer la situation qui devait amener la CEDEAO à se réduire en violation flagrante de son propre protocole. Le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001, qui n'a jamais dit qu'on ne peut pas changer une constitution, même si on est en perspective des élections ou on est en perspective de fin de mandat. On n'a jamais dit ça. Le protocole n'a parlé que des lois électorales. La constitution n'est pas une loi électorale.
C'est très bon de savoir ça. Maintenant, voilà une CEDEAO qui, à l'époque, en 2010, décide à partir de ça, pour ne pas être d'accord avec ce qui a été fait, et pour sanctionner ce qui a été fait, la CEDEAO, avec un certain nombre de lobbies locaux, intéressés ou pressés, ont choisi d'organiser le coup d'État au Niger, le 18 février. Ça a été fait. Avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec même les Nations Unies, une partie des Nations Unies. Bref, ce qu'ils appellent la communauté internationale et qui manipule le monde. C'est ça qu'ils ont fait. Et dans l'acte additionnel en question, qui devait sanctionner le Niger à partir de la réunion du 17 octobre 2009, dans cet acte-là, on a dit que c'est pour éviter l'effet domino. C'est pour éviter l'effet domino. C'est quoi l'effet domino? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'autres pays emboîtent le pas au Niger, suivent l'exemple de Tanja, affirment leur souveraineté, affirment leur indépendance, décident qu'on remet en cause les accords et post-coloniaux là, qui ont été signés le 24 avril 1961 et qui prévoyaient dans le rapport entre nos pays et la France ce qu'ils ont voulu mettre eux-mêmes. Parce que nos jeunes n'ont pas été consultés, ni sollicités, ni ils ont simplement signé. Notons que le 24 avril 1961, c'est quelques jours après le début de notre République. Le Niger a été proclamé République indépendante, théoriquement souveraine, le 3 août 1960. Et après cette proclamation, on s'est doté de la première constitution après cette proclamation, le 8 novembre 1960. La constitution du 8 novembre, elle est faite pour asseoir les fondements de base de la première république du Niger indépendant, qui est différente de la république du Niger et consacrée par la constitution du 12 mars 1959, qui a consacré en réalité la république autonome. Et c'est en tant que république autonome, c'est-à-dire au lendemain du débat et du référendum, et enfin du vote qui a été fait, et comment on appelle ça, le 28 septembre 1958, pour demander l'avis de nos différents pays s'ils doivent être, ils veulent être indépendants ou ils veulent rester dans la communauté française. Donc certains pays comme la Guinée, Conakry, sous la guidance de comment il s'appelle, sous la guidance de Sékou Touré, ils ont décidé que eux ils veulent être indépendants. Et on a vu la réaction de la France lorsque eux ils ont voulu affirmer leur indépendance. On a vu tout ce que la France a eu comme comportement exécrable d'un ancien colon qui se voit abandonné ou rejeté par ses colonisés. Donc, dans cette constitution-là, de 1961, qui a consacré la première république du Niger, dans la constitution de la deuxième république, qui a consacré la deuxième république du Niger, dans la constitution de la troisième république, qui a consacré la troisième république à partir comment on appelle ça, du 26 décembre 1992, et après la conférence nationale. Ensuite, la constitution de la quatrième république, qui est intervenue dans les conditions que l'on sait, en raison de ce que l'on sait par rapport au comportement des uns et des autres dans la gestion de la troisième république, et puis par la suite, ce qui est advenu de la quatrième république avec ce qu'on connaît, l'exécrable assassinat du président de la république de l'époque, le président Barré Mensah, et puis maintenant l'adoption de la constitution qui a été faite dans les conditions que l'on sait,
à l'occasion du référendum du 18 juillet, du 18 juillet et 1999 et qui a fait l'objet de promulgation le 9 août 1999. Ces contenus-là, c'est des contenus à savoir. Nos acteurs doivent le lire, ils doivent le comprendre, ils doivent savoir exactement il y a quoi dedans. Il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués et qui se sont opposés à la démarche pour le changement de la Constitution parce qu'ils considèrent que la Constitution n'a pas prévu la possibilité de faire ça. J'ai dit, mais est-ce que vous avez lu les autres textes qui complètent la Constitution? C'est-à-dire, dans le préambule, notre peuple a dit qu'il est attaché au principe de la démocratie pluraliste, aux droits de l'homme tels qu'édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les droits des peuples qui sont contenus dans cette Constitution ont prévu justement légalement, en cas de nécessité, que le peuple puisse préconiser, engager une démarche pour ça. Mais les gens ont dit non. Et voilà comment on a décidé d'évincer sous la guidance, sous l'organisation matérielle et financière de certains individus qui animent cette fameuse CEDEAO, dévoyée et détournée de sa mission et de son traité. Donc, on a organisé le coup d'État au Niger le 18 décembre. Donc, ça veut dire que la CEDEAO considère que s'il y a ce quoi elle n'est pas d'accord, on peut même faire le coup d'État comme ils l'ont organisé au Niger pour résoudre un problème. Nous étions en 2010. On est là, 2010, la même année, et quelques mois qui suivent, voilà, et en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo, on organise des élections, il y a incompréhension sur les élections, il y a débat sur les règles établies. La CEDEAO se laisse utiliser. Et même l'UEMOA a été utilisé pour faire ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Et pratiquement la France au devant, armes à la main, j'allais même dire des bombes à la main. Ils sont partis extraire le président de la République en exercice, qui était le président sortant, le président Laurent Gbagbo. Et tout le monde a vu le scandale que la France, sous la gouvernance de Sarkozy, a été capable de faire, d'observer comme comportement en Côte d'Ivoire. Et c'est donc dans le sang, en violation flagrante du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, que la France a imposé Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Et c'est parti comme ça. La même CEDEAO, comme certains, sont justement instrumentalisés et manipulés par cette France-là, qui s'appuie sur un certain nombre d'individus, des commis, qui animent cette institution. La France a fait imposer que Ouattara devienne même le président de la CEDEAO, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, pratiquement déjà vers la fin de l'année 2011. Et déjà, vers la fin de l'année 2011, c'est-à-dire on est en pleine crise grave au niveau africain. Parce que justement, à partir de janvier 2011, en Tunisie,
avec ce qui a pu se passer, il y a eu ce que les gens ont appelé le printemps arabe, avec la révolution populaire tunisienne. Le chef de l'État de l'époque, Zine Abedin Ben Ali, organise sa fuite et laisse le pays entre les mains du peuple. Peut-être mal préparé. Peuple longtemps martyrisé, embostillé, meurtri. Il n'a pas pu se donner les moyens de gérer. Et la suite, ça c'est une autre parenthèse. Mais lorsqu'il y a eu ce printemps arabe en Tunisie, ça a inspiré d'autres en Égypte. Et puis, tout de suite, Sarkozy considère que, avec son lobby, que c'est une voie d'action. On va aller en Libye, on va organiser des gens qui vont aller faire comme les Tunisiens et les Égyptiens pour réclamer, eux aussi, qu'il y ait un printemps arabe, tunisien et libyen. Ils ont organisé, les gens qu'ils ont organisés, et la suite on la connaît. Alors même que tout le monde sait que en ce qui concerne la suite